Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour les aléas du direct avec le jeudi de la politique, mais pas que. On va également parler sport, bien sûr, et parler association. Regardez, nous avons William Macambré avec nous pour le MAHB, mais il n'est pas forcément venu pour ça. Il est venu parler de l'association Solipeps, une association présidée par Alexandra Rouy, qui est avec nous également. Bonsoir, Alexandra. Bonsoir. Et puis à vos côtés, Alexandra, il y a le sénateur-maire UMP de Béziers, Raymond Couder, qui est avec nous. Bonsoir, merci monsieur le sénateur d'avoir accepté notre invitation pour parler politique. On continue notre tour d'horizon des grands élus, c'est comme ça qu'il ne faut pas dire. Hein. Il ne faut pas le dire, mais on le dit quand même, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Un peu. Voilà, en ce début d'année 2013, dernier mois, l'école IFC au complet, la 3e année. Non, j'exagère. Bonsoir, ça va les jeunes? Super. Tout va bien? Vous êtes charmant, vous êtes sympathique. Vous avez le droit d'applaudir, mais ça, c'est quand c'est Julien. Voilà. On parle des titres tout de suite. C'est parti. Bonsoir Marlène. Bonsoir. Et au sommaire justement du journal ce soir, les réflexions, les analyses sur la sécurité à Nîmes. Oui, le bilan 2012 qui était dévoilé aujourd'hui par la municipalité et la ville de Nîmes qui décide de renforcer son dispositif de vidéosurveillance. Plus d'une centaine de nouvelles caméras devraient être installées, en portant donc le dispositif à 250 caméras sur Nîmes. Il faut dire que selon ces élus, Nîmes fait partie des villes les moins sûres de France. En nette hausse entre 2011 et 2012, vol à la tire, incendie ou encore dégradation de biens, même si la délinquance générale, elle, a baissé de 17% en 10 ans. Et vous avez remarqué qu'avec Olivier, on a senti que vous aviez un sujet sur le policier, parce qu'on a mis nos chemises bleues. Vous êtes en tenue, c'est très bien. Gendarme, voilà. Et on s'est coordonné avec le sénateur également. Vous voyez, qui, oui, moi aussi, pareil. Et vous aussi, voilà. On est dans le bleu ce soir. C'est un hommage que nous rendons. Vous voulez nous parler du MAHB? C'est pas ce qu'il y a William Macambré, non? Non, pas vrai. Alors, on va parler du match d'hier soir. Voilà, pas seulement. Et du match d'hier soir. On va finir par lui en parler aussi. Oui, du match d'hier soir. Retrouvailles sur le parquet pour les frères Karabatic et leurs anciens coéquipiers du MAHB. Donc, à peine 2 semaines après le départ de Nicolas pour Aix-en-Provence, l'international et son frère affrontaient donc Montpellier pour le compte du championnat de France. Montpellier tenu en échec par le promu. Score final 27-2 au terme de match plutôt accroché. Et puis, on est quand même le 14 février. Il y a des dates qui sont importantes. Et à l'occasion de la fête des amoureux aujourd'hui, la ville de Castries a mis sa signalétique à disposition de tous ceux qui souhaitaient déclarer leur flamme. Romantique, poétique ou encore plein d'humour. Petits mots ou grandes déclarations, pas moins de 25 messages sont diffusés au Castries. Ah, il est beau celui-là. Il y avait même une demande en mariage. Eh oui, j'ai vu ça, oui. C'est une jeune femme qui a fait une demande. Ah, oui. C'est bien ça. C'est original, ça change un peu. Parlez-nous de la météo. Une journée plutôt mi-figue, mi-raisin demain, avec beaucoup de nuages attendus sur la région. Le matin, toujours beaucoup de fraîcheur. Les températures seront comprises entre 2 et 4 degrés sur l'Hérault et le Gard. Et l'après-midi, ça se réchauffe un peu. Il fera 10 degrés à Alès, 12 à Nîmes et à Béziers et 14 à Montpellier. Ah, il fait plus à Montpellier qu'à Béziers demain. C'est pas toujours comme ça. Pour une fois. pour une fois. Merci Marlène, on se retrouve tout à l'heure. Appel des titres et bien sûr le journal à 19h30. On enchaîne avec la politique. Raymond Couder est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Roiran, bien sûr, à mes côtés. Si William Macambré veut poser quelques questions sur la politique, il n'hésite pas. Il est là. Voilà, la porte est ouverte. Mais alors, permettez-moi, vous savez, moi, j'ai droit à pas beaucoup de questions parce que j'ai la censure interne. Mais donc, j'ai droit toujours à une question un peu comme ça, un peu maligne. J'ai ouï dire que Elie Abou, votre premier adjoint, ancien premier adjoint, député de la circonscription de Béziers, avait rencontré Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Vous savez ce qu'ils se sont dit hier? Ah non, absolument pas, parce que j'ai pas vu Elie Abou depuis hier, donc je peux pas vous dire. Il vous a pas fait un petit compte rendu par texto, tout ça, non? Non, on a été l'un et l'autre très très occupés, et on en parlera très certainement. On va se voir après-demain, donc. D'accord, donc. On fera le point là-dessus. Oui. Non, vous n'êtes pas curieux? Vous l'avez pas appelé pour lui demander ce qu'il t'a dit, tout ça? Inquiet peut-être. Comment? Inquiet aussi peut-être, non? Inquiet d'eux. Pour les futures échéances électorales, on va en parler, pour les municipales. Là, franchement, je crois que chacun comprend bien que Nicolas Sarkozy, actuellement, ne met plus les mains dans le cambouis. C'est plus du tout son problème. Je pense que vous avez vu dans les différents communiqués qui ont pu paraître, ou les témoignages,
qu'actuellement il s'est retiré de la vie active politique, tout en sachant que peut-être en 2017 il est susceptible d'y revenir. Mais je crois qu'aujourd'hui c'est surtout il garde des contacts et il s'agit pour lui de ne pas perdre pas perdre la main complètement. Les relais, ne pas perdre la main, voilà. Dans une région qui reste importante. Et puis il y a ce député, effectivement, UMP, élu dernièrement, dont l'élection sur la 6e circonscription avait été invalidée en juin dernier. Donc la députée PS avait été invalidée. Elie Aboud a été élu le 16 décembre dernier. Alors, il est venu la semaine dernière, Elie Aboud, au cours d'un débat sur notre antenne. On lui a quand même posé la question des municipales 2014. Ça n'est pas obnubilé par ça, mais enfin quand même, il reste une personnalité importante de l'UMP sur ce bassin du Biterrois. Il a été votre premier adjoint, donc il a démissionné pour ne pas cumuler les mandats depuis qu'il est devenu redevenu député. On va l'écouter justement sur cette question. Que pense-t-il? Est-il candidat au municipal? Et puis, il répond sur cette question. C'était au cours d'un On en parle le week-end dernier. Écoutez. J'étais le dernier sur la liste, conseiller municipal sur la liste de Raymond Couder. Donc, ce que j'appelle la technique de palier. J'adore le Biterrois. Mon ambition, bien sûr, d'être utile à ce Biterrois. Nous verrons ce qu'on fera. Mais ce qui est certain, comme je viens de me l'appliquer, c'est que ça sera un mandat et un mandat temps plein. Voilà, c'est tout. Donc pas de cumul des mandats, on l'a bien compris. Vous-même, Raymond Couder, vous l'avez déjà dit, est-ce que vous êtes toujours candidat pour votre succession en 2014 ? Oui, bien sûr, oui, je l'ai dit et je le répète, oui. Oui, je serai candidat en 2014. Vous avez une proposition un peu insolite dernièrement. Robert Ménard, qui est polémiste, qui est candidat, lui, au municipal aussi à Béziers, vous a proposé de venir sur sa liste. Alors, une position un peu particulière, puisque c'est la 49e position sur la liste. Ça vous a fait sourire ? C'est très amusant, oui. Bon, il fait preuve d'imagination. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, vous l'avez rencontré, vous nous avez raconté ça là, il y a quelques mois, que vous l'aviez rencontré, Robert. Oui, bien sûr, oui, je l'ai rencontré. Naturellement, il m'avait demandé à me rencontrer, nous nous sommes vus. Nous nous sommes même vus une deuxième fois. Il m'a expliqué qu'il avait l'intention de se présenter. Moi, je lui ai fait part des risques dans lesquels il allait se trouver, puisque très probablement il y aura une liste de Front National. Il y aura ensuite la liste UMP et UDI, et entre les deux, l'espace est extrêmement limité. Et je lui ai dit que s'il voulait être utile à Béziers, il y avait peut-être une autre formule. Vous seriez prêt à l'accueillir, vous, sur votre liste ? Écoutez, ça, c'est de toute façon, c'est anticipé, parce que moi, ma liste, je la constituerai à la fin de cette année. Sur l'idée, le principe. Parce que lui, il vous a fait une proposition, un peu drôle, on a compris, mais vous... Je suis pas opposé à recevoir quelqu'un comme Robert Ménard, qui est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est vrai qu'après un certain nombre de déclarations à l'emporte-pièce qu'il a fait ces derniers temps, c'est un petit peu délicat, parce que vous êtes moins chaud, vous êtes moins chaud sur le coup. Oui, il aurait pu se dispenser de faire quelques déclarations qui stigmatisaient certaines parties de la population. D'autres élections, il y a les sénatoriales effectivement, les européennes et sénatoriales en 2014, les régionales et ou les territoriales en 2015. On ne sait pas trop encore comment ça va s'organiser. Vous étiez tête de liste pour les régionales, pour l'UMP en 2010. Est-ce que ces échéances-là, régionales, peuvent encore vous intéresser pour 2015 ? Là, la réponse est catégoriquement non. Je pense que désormais, il faut passer la main à la génération qui vient derrière et qui a de l'avenir devant elle. C'est évident que si les urnes nous sont favorables pour les élections régionales, il s'agira de mettre en place une équipe qui aura travaillé 10 ou 15 ans. Et donc, pour ma part, c'est pas du tout dans cet esprit-là que je suis. Cette question dont je parlais tout à l'heure de cumul des mandats, comment vous l'envisagez? Alors une loi avait été annoncée par le pouvoir socialiste pour 2014. Finalement, ça serait 2017 ou pas d'ailleurs, puisque on ne sait pas si effectivement la loi sur le cumul des mandats sera appliquée. Certains élus socialistes sont appliqués ce non-cumul des mandats, certains UMP aussi, on l'a vu, Elie Aboud, mais pas tout le monde. Vous, quelle position vous avez, sachant que vous cumulez vous-même un poste, enfin un mandat de sénateur, donc un mandat national, et un mandat exécutif, puisque vous êtes maire de Béziers. Oui, mais
C'est le problème du Parti socialiste, c'est pas le mien. Le Parti socialiste avait annoncé que ses élus décideraient de démissionner de l'un des mandats pour lesquels ils étaient élus, mais en excès, d'après ce qu'ils disaient. Bon, certains se le sont appliqués, d'autres pas. Moi, pour ma part, ça me concerne pas. C'est une question qui aujourd'hui n'est pas du tout d'actualité, et d'autant moins d'actualité que ça fait quand même un certain nombre d'années que je gère les affaires publiques. Et autant au tout début, quand j'étais maire, et quand j'étais en même temps député, entre 95 et 97, c'était très difficile d'assurer les deux. Autant aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Donc je n'en éprouve pas le besoin d'abandonner un mandat. Vous ne pensez pas que cette affaire de cumul, hein, cette histoire du cumul, dont on sait que les Français rejettent aujourd'hui, hein, majoritairement... Mais ils n'ont qu'à pas élire, c'est simple. Ah, s'ils veulent pas des élus qui cumulent, ils les élisent pas. Mais il se trouve que justement, ils les élisent. C'est quand même bizarre, non? Voilà. Donc, il faut faire confiance aux électeurs. Tout simplement, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup plus loin. Une autre réforme, celle des collectivités annoncées, notamment alors bon, par rapport au département, il y a aussi la notion de métropole qui arrive et qui fait aussi débat. Au niveau des départements, des conseillers généraux, y compris dans l'Hérault, le président du conseil général est monté au créneau, puisque ça serait la suppression de la moitié des cantons. Sur les métropoles, donc la compétence de l'urbanisme passerait des communes aux communautés, donc aux nouvelles métropoles. Pas simplement dans les métropoles, mais également dans les communautés d'agglomération. Justement, est-ce que vous êtes plutôt pour, plutôt contre ces nouvelles mesures, ces réformes ? Là, vous voyez, il y a des points sur lesquels je suis pas du tout en accord avec André Vézinet, mais sur ces éléments-là, nous nous rencontrons totalement. Je trouve que c'est absolument honteux d'imaginer qu'on va diviser le nombre de cantons par deux. Vous vous rendez compte que la moyenne des cantons va être de 40 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a des zones entières qui ne vont pas véritablement voir leurs élus. Il dit c'est au détriment des cantons ruraux. Mais notamment, évidemment, on va faire disparaître la représentation du monde rural. Donc déjà, c'est quelque chose de très mauvais. En outre, cet attelage, un homme, une femme dans un canton, ça correspond à rien du tout. Il a fallu des énarques pour inventer ça. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Et on ne sait pas très bien comment ça peut fonctionner. Véritablement, pourtant, là, ce serait une façon d'introduire plus certainement la parité. Oui, mais enfin, attendez, il y a d'autres moyens d'introduire la parité que de faire ces attelages. Et quel autre moyen au niveau d'un conseil général? On se rend compte aujourd'hui, il y a même des conseils généraux où il n'y a pas une seule élue femme. Oui, bien sûr. C'est exact. Là, il faut avancer vers la parité. Peut-être que, par exemple, sur les zones urbaines, on peut passer à la proportionnelle. Et à ce moment-là, on aura la parité sur les zones urbaines. Sur les zones rurales, ça serait de toute façon beaucoup plus difficile. Mais sur les zones urbaines, on peut avoir ce type de scrutin qui faciliterait la parité, qui est une nécessité. C'est vrai que dans des assemblées où il y a, comme je crois dans l'Hérault, il y a 3 femmes sur 49 élus, évidemment, c'est pas acceptable de continuer sur cette voie-là. Donc il y a ça, et puis les métropoles. Sur l'urbanisme, vous êtes vous maire et vous êtes aussi président d'une communauté de communes, enfin d'une agglomération, celle de Méditerranée. Donc vous avez un peu les deux positionnements. Ce transfert de l'urbanisme justement des communes aux communautés de... Je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable parce que je pense que c'est faire des maires des différentes communes de simples concierges de mairies annexes dans leur village. Les maires, ils ont comme pouvoir principal le pouvoir du droit des sols, donc les plans locaux d'urbanisme, et le droit de voter leur budget. Si ces actes-là leur sont supprimés, ça veut dire qu'ils n'existent plus, il n'y a plus de communes. Et je suis un défenseur des communes. Je pense que on dit parfois 36 000 communes, c'est trop. Non, c'est pas trop. Ça assure un véritable quadrillage du territoire national
et surtout une grande proximité par rapport aux concitoyens. Moi, je suis pas du tout un partisan des regroupements gigantesques de communes. Je suis très perplexe quand je vois, et pourtant c'est un de mes amis qui la préside, la communauté d'agglomération d'Alès avec, si je me trompe pas, 182 conseillers communautaires. Mais comment voulez-vous travailler correctement avec 182 conseillers communautaires? Ou la communauté de Carcassonne avec 72 communes. Comment voulez-vous que les communes puissent exprimer leurs sentiments dans des ensembles aussi vastes? Je pense qu'il faut rester, alors je dirais pas small is beautiful, il faut rester à une dimension humaine qui permet aux gens de se parler, au fonctionnement normal de la démocratie de se faire. Et pour ma part, je suis très réticent quand je vois des regroupements forcés, des regroupements géants ou des métropoles qui me laissent perplexe quant à leur fonctionnement demain. Alors entre les métropoles géantes, effectivement, vous en avez cité quelques-unes. Un petit peu plus loin, il y a Nice, Nice-Côte d'Azur. Je ne sais plus combien de communes autour de Nice. Mais pourtant, du côté de l'Ouest héroltais, on a été jusqu'à présent dans un registre à contrario, avec des mini-communautés de communes, avec des toutes petites communes, des toutes petites communautés qui ont des problèmes de moyens. Et vous-même, vous avez souhaité réunir un peu tout ça. Oui, enfin, nous, on veut surtout pas forcer les communes qui ne veulent pas se regrouper. Je pense qu'il faut laisser véritablement le choix aux élus communaux. D'un autre côté, vous avez bien vu que dans le cadre de l'organisation territoriale du département, nous n'avons pas cherché à toute force à faire venir des communautés de communes voisines. S'ils avaient demandé, on aurait étudié favorablement, certainement. Ils ne l'ont pas souhaité et nous, on n'est pas demandeurs. Vous savez, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée est composée de 13 communes. Ça nous permet, tous les lundis matins, de nous retrouver, les 13 maires autour de la table. Et donc d'aborder toutes les questions. Chacun peut prendre la parole. Quand vous avez 72 communes, comment voulez-vous faire fonctionner une réunion de bureau avec 72 maires autour de la table? Chacun ne peut pas prendre la parole. Chacun ne peut pas dire ce qu'il pense des décisions qu'on envisage de prendre. À Montpellier, c'est 31 communes. Est-ce que c'est aussi un... C'est les limites. Je crois que voilà. Et il faut, à mon sens, il ne faut pas aller au-delà, parce qu'une réunion déjà avec 30 responsables, c'est difficile de donner la parole à tout le monde et d'écouter tout le monde. Je crois que c'est l'essentiel. Les communes et les communautés de communes, ça doit rester des échelons de proximité et pas des mini-départements, puisque c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, on poursuit sur l'économie, voilà, tout à fait, sur les propositions gouvernementales, les lois votées, etc. On sait, par exemple, vous êtes beaucoup intervenu sur le mariage pour tous, mais on sait qu'au Sénat, vous le voterez ou pas, d'ailleurs, en avril. Donc, l'actualité du moment, c'est plutôt les projets de loi gouvernementaux sur les plans sociaux, sur la défense des entreprises. Il y a ce problème du respect du déficit public à 3%. Votre analyse d'opposant sur la situation économique et la position du gouvernement? Je crois que cette analyse, tout le monde l'a fait. Il y a un décalage gigantesque entre ce que disaient ceux qui aujourd'hui nous gouvernent il y a un an et ce qu'ils disent aujourd'hui. Tout simplement parce que ils ont fait de belles promesses, de belles déclarations, et qu'aujourd'hui, alors qu'ils avaient dit la crise ça n'existe pas, c'est uniquement la faute à Sarkozy, il faut dégommer Sarkozy, voilà. Aujourd'hui, ils sont en train de dire l'exact contraire de ce qu'ils disaient il y a un an. La crise, oui, c'est grave, c'est difficile, il faut faire des économies. Finalement, quand les entreprises décident de fermer, on ne peut pas grand-chose. C'est exactement le contraire de ce qu'ils disaient il y a un an. Donc je trouve que c'est un petit peu déplorable d'avoir trompé ainsi les électeurs.
concrètement, sur le terrain, on le voit, des suppressions de sites industriels, on l'a vu à Montpellier, on a Schneider, le dernier exemple en date. Le bassin de Béziers est aussi encore très touché par le chômage, comme toute la région, comme le département de l'Hérault. Au niveau de l'agglo Béziers-Méditerranée, vous voulez redéfinir une nouvelle stratégie économique. Ça consiste en quoi? Parce qu'à Montpellier, il y a une création d'une marque économique, Montpellier Limited, à la fin de l'année dernière. Est-ce que vous voulez partir sur ce terrain-là ou pas du tout? Alors déjà, la première chose, c'est que peut-être qu'ailleurs, il y a des entreprises qui ferment. Chez nous, il y a des entreprises qui s'installent. Et actuellement, la base Intermarché, logistique Intermarché, est en train de s'installer. Ça va à terme représenter 600 emplois, 10 hectares... Dont une partie viennent de la base de Narbonne. Dont une partie vient de la base de Narbonne, c'est exact. Oui, mais ils viennent s'installer à Béziers. Voilà. Et l'autre partie viendra, une autre partie viendra de Pézenas, et le reste sera créé ex nihilo. Donc on a 10 hectares de bâtiments qui vont être construits, c'est quelque chose d'assez gigantesque. Bon, ça vient en plus de toute une série d'entreprises qui se sont installées ces derniers temps, et même si on n'est pas un havre de paix au milieu de secteurs qui seraient très, très touchés, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est certainement moins en difficulté, y compris dans le secteur du bâtiment. D'ailleurs, il y a le salon de l'immobilier à Béziers vendredi et samedi, et on verra justement la vitalité encore de l'immobilier, alors que ça plonge dans beaucoup de villes de notre secteur. Le taux de chômage, quand même, reste très important. Oui, le taux de chômage reste élevé. Dans la région, on est déjà supérieur à la moyenne nationale, et à Béziers, vous êtes supérieur à la moyenne régionale. Et à Béziers, on est supérieur à la région, c'est exact. On n'est pas d'ailleurs les seuls dans la région, vous le savez. Il y a le bassin d'Alès qui est fortement touché. Il y a également le secteur ag de Pézenas qui est fortement touché. Cela est dû en grande partie aussi à la nature même des activités sur ces bassins-là. Vous remarquerez que le premier bassin industriel de la région, c'est Alès, le second, c'est Béziers. Et vous comprenez très bien qu'on est dans une situation qui est assez délicate dans le secteur industriel actuellement. Mais on me posait la question sur la stratégie. Voilà, la stratégie d'attractivité. Alors la stratégie d'attractivité, c'est une réflexion que nous avons lancée il y a presque un an maintenant, en nous disant, voilà, quels sont les créneaux sur lesquels il faut qu'on mette le paquet. Finalement, nous, on voit bien les choses sur notre territoire, mais on a le nez collé contre la vitre. Donc c'est un bilan, en fait, c'est un bilan des activités. Et donc c'est un bilan des atouts et des handicaps que nous avons sur le territoire. Et à partir de ce bilan qui a été fait, de ce diagnostic qui a été fait, nous nous sommes fait accompagner d'un bureau d'études spécialisé dans ces questions-là, qui a beaucoup travaillé sur l'attractivité dans différentes régions de France, et qui nous a aidés à déterminer un certain nombre de secteurs économiques ou d'activités économiques sur lesquels on va pouvoir travailler plus particulièrement. Donc on va... Mais par exemple, quel type de secteur? Par exemple, le secteur du bien-être. Voilà, c'est un secteur... on retrouve... ce qui fera plaisir à Cambrai, c'est tout le secteur autour du sport. Donc tout ce qui est le bien-être autour de l'activité physique, du bien manger, bien boire aussi quand même, parce que avec en Biterrois, on peut bien boire. Et donc, tout ça avec une bonne santé. Ça, c'est d'un autre côté, par exemple, tout ce qui concerne l'énergie. Nous avons déjà à Béziers cette très grosse entreprise que beaucoup de gens méconnaissent d'ailleurs, qui est la Cameron Iron Works, qui fabrique ce qu'on peut appeler des robinets gigantesques pour l'industrie gazière et pétrolière. Elle emploie 700 personnes à peu près, plus tout le réseau d'entreprises sous-traitantes, plus aujourd'hui tout ce qui touche à l'énergie éolienne, avec fabrication de pales d'éoliennes, l'énergie solaire, là aussi. Donc on a déjà, dans le domaine de l'énergie, un certain nombre de bases,
Et donc, on va essayer de développer tout cela avec des entreprises d'ailleurs de très très haut niveau. On a des entreprises comme Mécanique Sud qui font partie des entreprises les plus pointues dans ce secteur. Misez sur vos points forts, pas forcément une marque, Béziers, quelque chose. Pour l'instant, en tout cas, conquérante. c'est pas. Pour l'instant, le bureau d'études nous a proposé non pas une marque, mais une sorte de baseline, un slogan, Béziers, l'énergie du Sud. Bon, on verra. C'est pas mal. Ensuite, voilà, c'est pas mal, mais l'énergie du sud de France, peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça vous peut-être reconsidérer avec le président Bourquin. Vous avez eu un rendez-vous finalement avec Christian Bourquin? Non, il ne m'a toujours pas donné de rendez-vous. Je commence à désespérer complètement. Et on lui fera passer l'extrait de ce soir. Alors. Juste un mot de Béziers, quand même. On n'a pas parlé de la ville de Béziers en elle-même. Il y a eu pas mal de choses. Alors, il y a des aménagements prévus. Rapidement, il reste une minute. Bon, mais on a beaucoup parlé de Béziers déjà. Oui, non, mais des aménagements de la ville de Béziers elle-même, les allées Paul Riquet. Alors, il y avait eu cette polémique autour des halles qui seraient délocalisées. C'est réglé, tout ça? Est-ce que les commerçants sont apaisés? Et puis, il y a des commerçants qui se plaignent encore du polygone qui leur aurait pris en 30 secondes, ça va être difficile. Oui, mais tout simplement, c'est facile d'accuser les autres quand on a des difficultés. Il faut peut-être regarder chez soi aussi, hein. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour ce qui concerne le polygone, on sait que le polygone, c'est 7% du volume commercial de Béziers. Le centre-ville, c'est aux alentours de 25%. Et le reste, c'est les commerces de périphérie. Donc, il ne faut pas accuser à tort une opération qui a été une opération de reconquête de friches urbaines et qui aujourd'hui donne une entrée majestueuse à Béziers. Un mot des projets, quand même. Un mot des projets. Non, on a fini. Non, on a fini. Non, on a fini. Ce sera le mot de la fin. Majestueux aura été le mot de la fin. Vous pouvez rester avec nous. Cela dit, dans un instant, on va parler de cette belle association parrainée par William Acambray. Mais tout de suite, c'est une courte pause.